Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans le monde des glucides. Des glucides simples ou complexes. Lors des vidéoclips, vous allez avoir mon curseur qui va se déplacer au niveau des diapositives. Le curseur va être entouré d'un cercle jaune pour amener votre attention où je mets plus d'emphase au niveau de la diapositive. Il va probablement y avoir 3 vidéoclips qui vont être divisés soit en vidéoclips sur les monosaccharides, sur les polysaccharides ou encore sur les glycoprotéines. Donc, les vidéoclips seront notés glucose 1, glucide 1, glucide 2 et glucide 3. Donc, dans le premier vidéoclip, on va parler des monosaccharides. Beaucoup de nomenclature et d'identification des différentes fonctions, des différentes modifications qui peuvent survenir au niveau des monosaccharides. Et ça va être la base de ce qui s'appelle les appellations au niveau des polysaccharides et aussi des glycoprotéines. Donc, il va être très important de bien comprendre les différentes conformations et configurations. Lors de l'examen final, vous allez avoir les structures des monosaccharides sous projection de Fischer. Durant le cours, vous allez voir qu'il va y avoir une cyclisation pour former soit des cycles à 5 ou soit des cycles à 6. Et on va parler à ce moment-là de projection de Hayward. Il va être important de bien comprendre au niveau de la cyclisation où vont se retrouver des groupements fonctionnels et être capable d'identifier un sucre, un monosaccharide ou un polysaccharide basé sur son nom chimique. Donc, sur la vidéo numéro 1, on parlait des aldoses et des cétoses, la configuration et la conformation des sucres et les modifications qui peuvent survenir sur les monosaccharides. Donc, les glucides, une famille de nutriments qui comprend les sucres, mais aussi l'amidon et les fibres. Les sucres, soit les glucides, ce sont des glucides simples, comme le glucose et le fructose, qui sont un goût sucré, sont rapidement absorbés par l'organisme. Vous allez voir qu'au niveau des diapositives, il y a beaucoup plus de texte, puisque ce sont des vidéoclips. Je ne lirai pas le texte à chaque fois. On va surtout se concentrer au niveau des structures et de l'appellation des structures. Cependant, l'appellation des structures va être très importante. Donc, si on parle de monosaccharides, on va parler de sucre simple. Les petits polymères, donc les disaccharides, donc devant 2 monosaccharides liés ensemble, trisaccharides, etc., donc 3 monosaccharides reliés ensemble, et des polysaccharides qu'on va voir dans les prochains cours, qui vont être des glucides qui sont plus complexes. D'un point de vue nomenclature, on dit que les glucides sont typiquement conçus à partir d'atomes carbone, hydrogène et oxygène, et répondent à la formule moléculaire CHON, où N est plus grand que 3. Et les sucres, les monosaccharides des plus simples vont être la glycéraldéhyde, qu'on voit ici, et la déhydroacétone, qu'on voit, déhydroxyacétone, qu'on voit ici. Le glycéraldéhyde part d'un aldéhyde en position C1, carbone 1, carbone 2, carbone 3, le carbone 2 ici est un atome chiral, et le déhydroxyacétone, carbone 1 ici, carbone 2 où l'acétone est situé, et le carbone 3. Il faut bien reconnaître que les monosaccharides proviennent soit du glycéraldéhyde ou encore du dihydroxyacétone dans la famille. On va dire que s'ils font partie des groupements aldéhydes, on va les appeler des aldoses. Le glycide qui provient d'un dérivé cétonique, on va dire que c'est une cétose. Tout début, j'ai mentionné la projection de Fischer. Alors, la projection de Fischer, c'est la représentation linéaire des différents sucres, des monosaccharides, selon un plan vertical et horizontal. Et la projection de Fischer va nous donner une nomenclature qui soit DOL. La conformation DOL est la conformation du carbone chiral le plus loin de la fonction aldéhyde,
ou encore de la fonction cétonique. Donc ici, on regarde au niveau de la glycéraldéhyde, la configuration D, si le groupement, ici, donc le carbone chiral le plus éloigné de l'aldéhyde, on s'entend qu'au niveau des cétones, la cétose, il n'y a pas de carbone chiral, donc on ne pourra pas parler de configuration L ou D sur un dihydroxyacétone. On parle d'un glycéraldéhyde. Si le groupement OH hydroxyle sur le carbone chiral le plus éloigné de groupement de l'aldéhyde ou de l'acétone se retrouve à droite de la projection, on va dire qu'il va être de configuration D. Si le groupement hydroxyle se retrouve à gauche, ici, horizontalement sur la projection de Fischer, on va dire qu'il va être de configuration L. Encore une fois, il s'agit de l'atome du carbone chiral le plus éloigné, soit de la fonction aldéhyde ou de la fonction cétone. Autre nomenclature, les monosaccharides composés de 3 atomes, on va dire que ce sont des trioses. Des tétroses, on va dire des carbones à 4 atomes, des tétroses formés de 4 atomes de carbone. Les pentoses, 5 atomes de carbone, les hexoses, 6 atomes de carbone, et ainsi de suite. L'aldopentose, appelé le ribose. Donc, si vous avez un aldopentose, on dit aldopentose, c'est une fonction aldéhyde. Pentose qui a 5 atomes de carbone. Carbone 1, carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5. Juste pour vous rappeler qu'au niveau de la configuration, de la projection de Fischer, sur le plan vertical et sur le plan horizontal, l'appellation L ou D se retrouve ici au niveau du carbone chiral le plus éloigné de la fonction soit aldéhyde, soit cétonique. Même chose ici, si on regarde au niveau du fructose, il s'agit le glucose ici, c'est un exose. Donc, carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5, carbone 6. Selon la projection de Fischer, le groupement ici, il est à droite sur le plan horizontal, et donc on va s'appeler le D-glucose. Même chose pour le D-fructose, qui est ici un groupement cétonique en C2, carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5, carbone 6. Le centre carbone chiral le plus éloigné de l'acétone, il se retrouve ici en position 5. Il est à droite, le groupement hydroxyle est à droite selon la projection de Fischer, et donc ce sera le D-fructose. L'aldopentose, qu'on voit ici, qui est un ribose, qui est le ribose ici, est un composant de l'acide ribonucléique. On l'a vu à plusieurs occasions. Si vous avez votre base azotée, vous avez ici le ribonucléotide. Il n'est pas déshydraté. Lorsqu'il est déshydraté, il devient le déoxynucléotide. Et donc, ici, c'est la base pour l'ADN. Ici, c'est l'ARN. Donc, base azotée, le sucre ou le ribose, et finalement le groupe phosphate. On a vu que les monosaccharides les plus simples, comme ici, on prend l'exemple du D-glycéraldéhyde. D, puisque le groupement hydroxyle ici, il est à droite sur la projection de Fischer sur un plan horizontal. Le D-glycéraldéhyde, lorsqu'on passe d'un monosaccharide à 3 carbones à 4 carbones, carbone 1, 2, 3, 4, on ajoute un centre chiral, carbone 6, CHOH. On va dire ici, c'est le D-érythrose. Donc, il change de nom, évidemment. Mais ici, on a le D-tréose. La seule différence, c'est l'ajout ici de votre centre chiral où le groupement hydroxyle, il est à droite sur la projection de Fischer, alors qu'ici, il est à gauche. Ici, on continue comme ça, le dérythrose, carbone à 5, le ribose, 5 carbone, le arabinose, 5 carbone aussi. Et finalement, les hexoses, donc, sont les monosaccharides à 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, on va l'appeler un D-allose, tout simplement parce que selon la projection de Fischer,
le groupement hydroxyle sur le carbone chiral le plus éloigné de la fonction aldéhyde. Ici, il est à droite sur le plan, et donc on dit que c'est le D-aldose. La différence entre le D-aldose et le D-aldose, c'est l'ajout ici, soit du côté droit ou du côté gauche, au niveau du plan de projection de Fischer. Et c'est la même chose qu'on peut voir ici. L'ajout ici d'un carbone chiral, à droite, projection de Fischer, ici à gauche. Et c'est comme ça, au niveau de l'ajout, qui vous donne toutes les paires possibles, donc 8 épimères différentes au niveau des exoses qui sont dérivés de la déglycéraldéhyde. J'ai encadré en rouge ceux qui sont les plus reconnus, c'est le D-ribose, composant de l'ADN et de l'ARN, le D-glucose, le mannose et le galactose. Et si le nombre de carbone est le même, on va dire qu'il s'agit d'épimères. Ici, ce sont 4 épimères. Ici, vous avez 2 épimères. Ici, vous avez 8 épimères. Si on regarde au niveau des cétoses, évidemment, au niveau des cétoses, si on débute avec le dihydroxyacétone, vous avez ici l'acétone en position C2. Puisqu'il y a un centre chiral de moins, il va y avoir formation de moins d'isomères au niveau des dérivés des cétoses, des monosaccharides à 6 carbone. Donc, si vous avez le dihydroxyaldéhyde, vous allez avoir le D-érythrulose, le D, le groupement OH ici, sur le carbone anomérique, carbone chiral le plus éloigné de la fonction cétone est à droite. Ajout d'un autre carbone chiral, ici il est à droite, le D-ribulose, ici il sera à gauche, le D-xylose. Et lors de la formation d'un monosaccharide à 6 carbone au niveau des cétoses, CH2OH, CO, carbone 3, carbone 4, carbone 5, carbone 6, c'est le D-psychose, le D-fructose, un peu plus connu. Et la différence, on a ici le groupement hydroxyle qui est à droite ou encore à gauche au niveau du fructose. Le carbone chiral qui est ici, le plus éloigné de la fonction cétonique. Le groupement hydroxyle, il est à droite sur la projection de Fischer. Et donc, on va dire que c'est le D-fructose, et ainsi de suite. Le D-sorbose, le D-tagatose. Et au niveau des cétones, on peut avoir le D-cédoheptulose, où c'est un monosaccharide à 7 atomes de carbone. Donc, on a vu différentes configurations et maintenant, on va parler plus au niveau de la conformation. On a vu la projection de Fischer, qui est une représentation verticale et horizontale qui va déterminer la forme D ou L. Lorsqu'on parle des aldéhydes et des cétones, il peut y avoir la formation d'émiacétal ou d'émicétal lorsqu'il y a une attaque par un alcool sur un aldéhyde. On va parler d'un émiacétal. Et lorsqu'il y a une attaque de l'alcool sur l'acétone, on va parler d'un émicétal. Pourquoi ce concept est important? Ça va former le cycle, soit des émiacétals ou encore des émicétals cycliques par une interaction intramoléculaire. Donc, un groupement hydroxyle a même le monosaccharide qui va venir attaquer l'aldéhyde ou encore l'acétone pour former des cycles, soit des cycles à 5, soit des cycles à 6. Et lorsqu'il y aura formation de cycles, on va plutôt parler de projection de Hayward. Projection de Hayward est basée sur deux molécules, soit le pyrane ou encore le furane. C'est un cycle à 6 avec une molécule d'oxygène dans le cycle. Encore un cycle à 5 avec une molécule d'oxygène au niveau des furanes. En conséquence de quoi, on va appeler soit des pyranoses, identifier les sucres à 6, ou encore les furanoses, identifier les cycles à 5. Donc, on peut parler on a vu au niveau des sucres, le glucose. Si je reviens en arrière, moi, le glucose, il est ici. D'accord? On va parler de glucopyranose. Cycle à 6.
formé de glucose. Donc, ça vient d'un aldéhyde. Et le fructofuranose, de fructofuranose, il s'agit ici de l'acétone. C'est pour ça qu'on va parler de cyclase 5 et fructofuranose. Il faut se rappeler la nomenclature pyranose ou furanose. On regarde ici la formation d'un alpha-D-glucopyranose ou encore la bêta-D-glucopyranose. Pyranose cycle 6 en incluant un atome d'oxygène dans le cycle 6. Vous avez vos 6 atomes de carbone au niveau du glucose. Carbone 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le D, encore une fois, l'hydroxyle, il est à droite sur la projection de Fischer, sur l'atome chiral le plus éloigné de la fonction aldéhyde. La cyclisation va se faire à partir du centre chiral ici à 5, carbone 5. Il va venir cycliser, attaquer l'aldéhyde sur le D-glucose et il va former ici votre pyranose. Carbone 1, il est situé ici et le carbone 1 devient un carbone chiral. Carbone 1, carbone 2, carbone 3, carbone 4, carbone 5, carbone 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le processus de cyclisation. Dans le processus de cyclisation, il peut y avoir deux formes, soit l'alpha ou le bêta. Donc, l'alpha-D-glucopyranose. Lorsqu'on a la projection de Hayward, ici, lorsque le groupement hydroxyle en position C1, donc le nouveau carbone chiral en C1, au hydroxyle, il est en dessous du plan de la projection de Hayward, on va dire qu'il s'agit d'un alpha. Lorsque le groupement hydroxyle est au-dessus du plan dans la projection de Hayward, on va dire qu'il s'agit d'une projection bêta. Donc, bêta-D-glucopyranose. Le tout est à quel équilibre en solution? On parle de ribofuranose. Si vous avez votre monosaccharide à 5 carbone, même processus, le CH2OH, il est ici, carbone à 5. Le groupement hydroxyle en C4, on est attaqué le groupement aldéhyde en C1. Formation d'un nouveau centre chiral ici, en C1. Ici, ça va être l'alpha, sur le groupement OH, il est en dessous du plan. De la projection d'Hayward, et le groupement OH, il est au-dessus. On va parler de bêta-D-ribofuranose. Donc, comme j'ai mentionné dans la diapositive précédente, la cyclisation génère un centre chiral supplémentaire. Et ce carbone chiral supplémentaire, on va dire qu'on a dit qu'il devient le carbone anomérique. Au niveau des anomères alpha et bêta, notre présentation, c'est toujours le même concept qui est répété, celui d'alpha-D-glucopyranose. Le groupement OH ici, il est en dessous du plan sur la projection de Hayward. Le bêta au-dessus du plan de projection de Hayward, carbone 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va dire que ce sont les carbones anomériques à cause, ici, de la formation de ce nouveau de nouveau carbone chiral. On dit que ce sont des anomères, les anomères alpha ou bêta. Donc, ça veut dire que si vous avez des questions dans les exercices ou encore dans l'examen, identifier les anomères, ça va être anomère alpha ou bêta. Contrairement aux énantiomères et aux épimères, qui ne sont pas interchangeables, les anomères en solution, alors ici, désolé, en solution aqueuse subissent une interconversion libre entre les formes alpha et bêta, donc sont à l'équilibre, sauf si le carbone anomérique, ici en position C1, est lié à une autre molécule. Autre type de représentation, conformation chaise, soit équatoriale et axiale. Si on parle d'une conformation chaise, donc prenez la configuration de Hayward, ou formez plutôt ici la configuration chaise avec
des projections adéquates, et vous allez former ici niveau équatorial, ou encore axial. Donc, il ne s'agit pas ici des anomères alpha et bêta, mais bel et bien du même bêta-D-glucopyranose. Lorsque les groupements CH2OH qui sont plus lourds, le groupement OH dans la position C1 ne sont pas sur le même axe, c'est-à-dire qu'ici on voit le CH2OH qui est repoussé vers l'arrière dans la conformation chaise, ici le groupement OH qui est repoussé vers l'avant dans la configuration chaise, il n'y a pas d'encombrement stérique, très peu. On va dire qu'ils occupent des positions équatoriales. Cette même conformation chaise peut changer et former cette conformation chaise ici, qu'on va appeler axiale. À ce moment-ci, vous allez avoir le groupement CH2OH qui va protuberer vers le haut, le groupement OH aussi vers le haut. Il va y avoir un encombrement stérique. C'est pour ça qu'on va l'appeler cette conformation axiale. Les deux molécules, les deux conformations sont en équilibre. C'est toujours le même bêta-D-glucofuranose. Et, étant donné l'encombrement stérique, on va déterminer que la forme équatoriale, dans ce cas-ci, va être favorisée en solution par rapport à la forme axiale. Passons maintenant aux autres concepts, c'est-à-dire les sucres qui peuvent être modifiés et liés de manière covalente. L'oxydation de l'aldose transforme son groupe aldéhyde en groupe acide carboxylique. Donc, ça va donner un COOH en position C1. À ce moment-là, on va dire que ça va être un acide aldonique, sont nommés en ajoutant le suffixe acide onique à la racine du nom, d'où le nom acide gluconique, donc provenant du glucose. L'oxydation de l'alcool primaire des aldoses produit des acides uroniques. Donc, de la même façon, on ajoute le nom acide uronique à la racine de l'aldose parent, comme l'acide D-glucuronique. Les acides uroniques peuvent prendre des formes pyranose, furanose et linéaires. Les aldoses et cétoses peuvent être réduits dans des conditions douces, comme par exemple le traitement du tétrahydroxyburate, pour produire des alcools polyhydroxydés appelés des alditols, qu'on voit ici. On voit le ribitol, le xylitol, ou encore le glycérol. Donc, le glycérol qui provient de la glycéraldéhyde, qu'on a vu, qui est le monosaccharide le plus simple, où j'avais changé ici le groupement aldéhyde en groupement qui était réduit en alcool, CH2OH. Même chose pour le xylitol, même chose pour le ribitol. Les sucres peuvent être liés de manière covalente, on le sait. Toujours le même exemple, sur le groupement OH qui est remplacé par peut être remplacé par un groupement hydrogène, peut appeler des sucres déoxy. On l'a vu ici, le ribonucléotide et le déoxynucléotide, le groupement hydroxy ici, qui était remplacé par un groupement hydrogène. Toujours reconnaître la base azotée, le sucre et le groupement phosphate, qui fait un lien, ici c'est un lien phosphoester, et lorsqu'il est lié, c'est un lien phosphodiester. Autre type de modification, d'ajout d'un sucre aminé, c'est-à-dire ajouter un groupe amino sur le monosaccharide. La D-glucosamine et la D-galactosamine sont les plus courantes. Et on va regarder ici l'ajout d'un groupement amine en position C2. Vous avez ici votre anomère, donc vous avez la conformation alpha-D, l'alpha, parce que le groupement hydroxyle sur le carbone chiral en C1, qui est en bas dans la projection de Hayward. On dit que c'est un alpha. Ici, on parlait de 2 aminos. Ici, et 2 déoxy, perte d'un groupement hydroxyle, en position C2. Donc, c'est 2 aminos, 2 déoxy, alpha-D, glucopyranose. Même chose pour la galactosamine. Et la différence, juste pour constater, c'est que ici, vous avez le glucose, le groupement OH, hydroxyle en position C4, il est sous le plan dans la position des Hayward. Et le galactosamine, la différence,
le groupement OH ici, qui est au-dessus du plan de la projection de Hayward. Lorsque vous allez regarder vos cycles, vos exoses dans la projection de Fischer, et vous allez faire une cyclisation, bien notez où vont se retrouver les groupements hydroxyles dans le processus de cyclisation. Ici, on parlait dans l'alpha-D galactosamine, 2 amino, 2 déoxy alpha-D galactopyranose. Autre possible structure au niveau des monosaccharides, on parlait de l'acide N-acétylneuralinique. Il s'agit d'un monosaccharide à 9 carbones que vous avez ici. Ici, un résidu d'acide pyruvique qui est en bleu. Vous avez le N-acétylmanosamine, donc c'est le mannose. Donc ici, on parle de mannose avec un amine ici, le N-acétylmonosamine en rouge. Et le groupement OH ici en vert, je ne sais pas si vous voyez, le groupement ici OH qui est en vert, qui va venir faire le processus de cyclisation pour aller attaquer le carbone en C2, ici, c'est-à-dire l'acétone. Donc, vous allez avoir ici le groupement COH en C1, le groupement cétone ici qui est en C2, l'attaque par le groupement OH ici, l'hydroxyle qui va venir attaquer l'acétone, formation du cycle, qui va générer ici le groupement qui est en C6 au niveau du mannose, qui est en C3 au niveau du mannose. Donc, si je reviens en arrière, COH, c'est OH, ici, formation de votre carbone, ici c'est le carbone 1 anomérique. CH2, qui est ici, le CHOH, qui se retrouve ici. Vous allez avoir le CnCoCH3, CnCoCH3 qui se retrouve ici. Vous allez voir ici le carbone avec le groupement hydroxyle qui est attaqué l'acétone et le groupement R qui est ici, simplement les 3 carbones qui se retrouvent ici. Et qu'on appelle le N-acétylneuramique acide, donc l'acide N-acétylneuraminique sous sa forme pyranose. Et cette structure est relativement importante, qui est souvent appelée l'acide sialique, c'est-à-dire, j'en ai parlé quelques fois au niveau du cours, des cours précédents, l'acide sialique qui fait partie du processus de glycosylation des protéines et sont très bien reconnus au niveau des E, P et L-sélectines et qui est responsable du roulement des cellules du système immunitaire au site d'inflammation. Autre type de liaison, les liaisons glycosidiques. Donc, ce qui est représenté ici, vous avez l'alpha-D-glucose, qui lorsqu'il est attaqué par un méthanol, vous allez avoir le méthyl-alpha-D-glucoside et le méthyl-bêta-D-glucoside. Alors, comment reconnaître le tout? Vous allez avoir ici l'attaque au niveau du carbone ici, chiral en C1. Sur la projection de Hayward, vous avez ici l'alpha-D-glucose. L'ajout du groupement de l'attaque de l'alcool va générer soit l'alpha, toujours en dessous, et le bêta, le groupement OCH3, qui est au-dessus du selon la projection de Hayward, c'est ce qu'on va appeler un groupement, un lien glycosidique. Ici, c'est dans sa forme la plus simple, c'est-à-dire avec le groupement méthanol, mais vous pouvez avoir 2 monosaccharides qui vont se lier ensemble pour former des disaccharides ou encore des polysaccharides. La condensation de l'alpha-D-glucose avec le méthanol produit une paire anomérique de méthyl-D-glucoside. Toujours notre bonne vieille, ici, molécule d'ARN, l'acide ribonucléique. Vous avez la cyclisation de ribose et
qui lie la liaison avec les purines et les pyrimidines dans les acides nucléiques. Donc, la N-glycosidique, vous allez avoir ici votre carbone en C1, ici, qui va aller attaquer et se lier pour former une liaison N-glycosidique avec la base azotée, soit une purine, soit une pyrimidine, ici en position bêta. Puisqu'ici, il s'agit d'une molécule qui est liée avec le carbone chiral en C1, il ne peut pas y avoir une interconversion entre les formes anomériques alpha et bêta. Donc, beaucoup de nomenclature, beaucoup au niveau de l'identification et de conformation au niveau des différents sucres. Je suggère de bien les comprendre avec les diapositives pour pouvoir passer au vidéoclip numéro 2, c'est-à-dire les polysaccharides. Merci.